Bonjour à tous. Je me présente, donc Frédéric Panier. Je travaille beaucoup en éducation chez McKinsey, c'est le cœur de mon travail. Et ma présentation aujourd'hui va globalement être une continuation de ce qu'a dit Andreas Schleisser, puisque on travaille plus ou moins sur les mêmes sujets. Et globalement, vous pouvez voir ça comme le fait que nous étions travaillés actuellement avec pas mal de systèmes scolaires, d'universités de par le monde et d'entreprises, pour traduire concrètement dans la réalité ce dont a parlé Andreas. Et donc je voudrais vous partager quelques éléments de réflexion par rapport à notre expérience de travail pour essayer concrètement de traduire cela dans le système éducatif en se focalisant sur les universités. Vous verrez, je partagerai également des éléments relatifs à l'enseignement secondaire ou qui viennent du monde de l'entreprise parce que ces réflexions à l'heure actuelle ont lieu de manière globale dans les trois niveaux. Et je me permettrai peut-être, si le temps le permet, mais rassurez-vous, je m'en tiendrai à mon timing, de partager quelques réflexions qui sortent un peu du champ spécifique de la présentation, mais que je trouve important en lien avec la question de la durabilité. Alors, le cœur de ma présentation aujourd'hui, donc c'est ce premier point. Une université durable, c'est une université qui équipe les étudiants avec les savoirs et les compétences nécessaires pour être capable de relever les défis du monde de demain. Alors je m'excuse d'ores et déjà, c'est en anglais, parce que je travaille sur tous les sujets là-dessus uniquement en anglais. Et premièrement, et vous m'excuserez par ailleurs, mes nombreux anglicismes dans la présentation, on ne se refait pas, on est consultant ou on ne l'est pas. Donc je m'excuse déjà platement, je n'arriverai pas à me corriger, j'essaye au jour le jour, je me soigne, mais je n'ai pas encore réussi, loin de là, et parfois même je m'aggrave avec le temps qui passe. Mais donc, sur le premier sujet, ça c'est un peu ce qu'on avait déjà discuté pour ceux qui étaient là l'année passée. Hein. Donc c'est un sujet de recherche qu'on a fait de manière importante. Le monde dans lequel on va, c'est également ce dont parlait Andreas Schleisser, c'est un monde qui va automatiser beaucoup de compétences auxquelles qui sont aujourd'hui réalisées par des êtres humains. Alors comme vous voyez sur la deuxième colonne, c'est plutôt une bonne chose en fait. Hein. Il ne faut pas sombrer dans un anti-automatisation, anti-technologie. C'est plutôt une bonne chose sur le long terme. Ça va amener une croissance potentiellement économique qu'on peut utiliser. Et par ailleurs, ça peut également être utilisé, je vais y revenir, pour l'amélioration en termes de développement durable. Mais ça amène aussi des conséquences en termes sociaux et en termes humains. C'est ce que vous avez sur la droite. Globalement, c'est ce que disait Andreas Schleisser. On ne peut pas espérer que les compétences qu'on acquiert aujourd'hui vont rester durables sur le long terme. Deuxièmement, de nombreuses occupations qui aujourd'hui font appel à des compétences qui existent dans les 10 ou 20 prochaines années, cela va changer de manière assez massive. En lien avec cela, si on ne fait pas un travail important de reskilling, d'upskilling des personnes qui ont acquis des compétences qui sont devenues obsolètes, on a un risque très fort d'augmentation des inégalités. Et conclusion suivante qui vient avec cela, c'est ce que disait Andreas Schleisser assez largement, c'est qu'il y a des évolutions dans le type de compétences qui vont être nécessaires, qui vont être utiles pour réussir sur le marché du travail. Alors la première, c'est la plus simple, c'est la plus pragmatique. Hein. Les compétences techniques, les compétences digitales, c'est une longue histoire de l'humanité, que plus on avance, plus la compétence digitale devient importante. Ça va continuer, ça va s'accentuer. Mais, et c'était tout le point de l'intervention, donc je ne vais pas revenir en détail là-dessus de Andreas, il y a une évolution des compétences qui nous permettront à nous de continuer à être contributeurs à la société là où les machines ne savent pas aller. Et donc ça va être un renforcement de l'ensemble des compétences socio-émotionnelles, un renforcement des besoins distinctifs des compétences humaines que les machines ne savent pas faire. Hein, le complex problem solving, la capacité à être agile dans sa pensée, à mobiliser différents types de savoirs complexes, on va y revenir. Et puis, et peut-être surtout, la capacité à être capable d'apprendre à apprendre toute la vie et de continuer à apprendre durant toute sa vie professionnelle et par ailleurs. Ça, c'est un slide que j'avais déjà présenté, je pense, qu'il y a 2 ans. On avait essayé de quantifier ces évolutions en termes de nombre d'heures de travail. Si vous regardez, tiens, durant mes heures de travail, combien de temps je fais appel à différents types de compétences, vous voyez effectivement que si on regarde de manière granulaire à l'évolution des occupations existantes et qu'on se dit, tiens, voilà ce que les machines vont être capables de remplacer et voilà vers quoi on va pouvoir évoluer au niveau du marché du travail, on aboutit effectivement à un résultat qui montre que des évolutions significatives au cours des prochaines décennies. Par rapport à ça, et là-dessus, je dois dire que le monde de l'entreprise a quand même pris
point d'avance sur cette question, même s'il est encore loin d'être fortement avancé. Les principales discussions qu'on a à l'heure actuelle avec ces sujets, en tout cas qu'on avait jusqu'il y a 1 an ou 2, c'était quand même fort avec le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que, et on a commencé à travailler avec le monde de l'éducation sur comment on peut faire évoluer le modèle éducatif vers ses compétences, mais je dois avouer qu'une bonne partie du travail qu'on faisait était dans le domaine de l'entreprise. Et comme vous voyez, quand je dis le domaine de l'entreprise, c'est pas forcément tout le monde, puisque vous le voyez en haut à gauche, la plupart des organisations se rendent compte qu'elles ne sont pas prêtes. Et donc des discussions qu'on a énormément à l'heure actuelle, c'est beaucoup d'organisations qui nous écoutent, moi dans les 10 ou 20 années qui viennent, je sais de manière très claire, et souvent plus 10 que 20, que 30 ou 40% de ma force de travail n'aura pas les compétences nécessaires pour réaliser le travail qui existera demain. Par exemple, dans le milieu bancaire, c'est très très fort. Hein. Et donc il y a des chefs d'entreprise qui se disent, mais que vais-je faire? Et donc on a beaucoup de discussions avec ces entreprises comment reskiller leur workforce pour le monde de demain. Et ils investissent massivement dans ce domaine, c'est ce que vous voyez à droite, en tout cas les leaders investissent massivement dans le domaine, c'est des choses qui commencent seulement à venir dans des entreprises qui sont moins avancées technologiquement parlant. Ils n'ont pas encore trouvé la solution, je dois avouer qu'effectivement on voit assez peu de solutions à l'échelle concrète, même s'ils investissent massivement. Mais donc il y a des recherches de solutions qui sont là, et pour l'instant, c'est un premier message, un de mes regrets, c'est qu'on a eu... J'étais surpris de ne pas engager de manière plus active avec une partie du monde de l'éducation. Mais je vais continuer là-dessus. Ce travail, on voit quand même qu'il commence à se faire de manière assez impressionnante. Alors, on a essayé de synthétiser ici sur une page, et c'est là-dessus que je vais passer aujourd'hui, certaines des implications, et ça vient d'un travail qu'on a fait avec un ensemble d'universités à l'étranger sur quels sont les chiffres potentiels qu'ils voient du fait de ces besoins qui évoluent en termes de compétences. Alors, il y a une évolution dans le positionnement stratégique, c'est la première colonne. Il y a une deuxième évolution dans la question des contenus enseignés. Il y a une troisième évolution dans la question des modèles d'enseignement. Et puis, il y a une question dans les modèles de certification et d'évaluation, pour répondre à ces défis d'un enseignement qui peut préparer les élèves au monde de demain. Je vais peut-être essayer de vous donner un peu de couleur là-dedans, puisque je travaille avec plusieurs réseaux d'écoles à l'heure actuelle, et c'est vraiment un champ de recherche passionnant, puisqu'on essaye d'inventer le monde de demain, des choses auxquelles on réfléchit en termes de comment est-ce que concrètement on change la façon dont on enseigne au jour le jour. Et je vais mélanger des exemples universitaires, des exemples du secondaire. Alors le premier point, alors c'est un positionnement qui n'est pas forcément nouveau, mais on voit vraiment une évolution majeure et de très fortes réflexions. Je vais donner quelques exemples dans un instant sur la question, si nos compétences ne sont plus durables, quelles qu'elles soient, même si on essaie de les rendre durables, elles risquent d'être obsolètes. Est-ce que le modèle d'être formé en 4 ans ou en 5 ans et après c'est fini, vous avez votre diplôme, a encore une relevance? Ou est-ce qu'il doit être complémenté par autre chose? Et donc ça, c'est de manière globale une discussion depuis de nombreuses années avec de nombreux partenaires universitaires sur comment développer l'enseignement continu, l'enseignement durant la carrière. Je sais qu'évidemment, en Belgique, c'est déjà un sujet pour beaucoup d'universités, mais peut-être pour discuter avec vous de réflexions qui sont un peu plus disruptives, qui ont lieu par certaines universités. Si vous suivez les débats dans le monde anglo-saxon, par exemple, l'université de Stanford récemment réfléchissait à l'Open Loop University Concept, qui est quand même un changement assez radical, puisque on passerait, vous imaginez, comme on est passé du monde de j'achète un CD au monde de j'achète un abonnement à Spotify. Est-ce qu'on ne passera pas dans le monde de demain à un monde où j'achète une formation en 4 ans, j'achète, ou plutôt je loue, excusez-moi d'utiliser un terme du secteur privé, une formation sur ma vie, sur laquelle je peux revenir quand j'en ai besoin et comme j'en ai besoin. Et où mon lien à mon université n'est plus un lien en 4 ans et où je reviens de manière potentiellement ponctuelle, d'ailleurs plus souvent dans le monde anglo-saxon que dans le monde francophone, belge, c'est moins une culture dans le monde européen de revenir dans son ancienne université, mais un monde dans lequel on a un abonnement, potentiellement, vous voyez l'exemple de Stanford qui va revenir, j'imagine, où on peut revenir, on a non pas 4 ans, mais c'est 6 ans sur toute sa vie. Et on revient de manière régulière, et ça permet de se former tout au long de la vie, et ça permet également d'avoir un cursus qui potentiellement est beaucoup plus enrichissant, puisqu'on a un cursus dans lequel on a un mélange de gens pas uniquement de profs d'université, mais également de gens qui sont dans le monde du travail et qui potentiellement apprennent des choses au contact d'élèves beaucoup plus jeunes, de manière plus systématique. Autre exemple à droite, l'université du Michigan, qui offre à l'ensemble de ses alumni un accès à vie à Executive Education Programme. Et donc ça, on a pas mal de discussions sur comment est-ce qu'on peut éventuellement passer à un modèle qui soit plutôt un modèle, alors l'extrême c'est le modèle d'abonnement, mais un modèle institutionnalisé, ancré, d'apprentissage tout au long de la vie. C'est un premier point.
Alors, si on passe au point suivant, qui est le point des contenus d'apprentissage, sur la page suivante, c'est moi qui dois y passer. Ah oui, sorry, avant d'y aller. Évidemment, tout ça, ça s'associe à des questions de renforcement des partenariats universités-entreprises. De nouveau, là-dessus, message peut-être qui peut être intéressant, c'est que quand on voit les entreprises avec lesquelles on collabore, qui réfléchissent à comment reskiller leur workforce, beaucoup d'entre elles ne pensent pas à l'université comme partenaire. Beaucoup d'entre elles ne pensent pas à l'université. Beaucoup le font, beaucoup ne le pensent pas, et ce n'est pas un partenariat évident. Alors, ici, on a fait une enquête en Allemagne, on voit qu'effectivement, il y a cette volonté d'aller plus loin, il y a aussi une volonté de l'université d'aller plus loin et de le renforcer. Une question que je me pose souvent, c'est est-ce que l'université n'ont pas un rôle plus proactif à jouer dans ce domaine? Alors, venant moi-même historiquement du mouvement étudiant, je suis conscient des critiques et des risques de marchandisation et d'utilitarisme. En même temps, en termes de mission sociale, d'aider le monde de l'entreprise, le monde du secteur public, par ailleurs également, à éviter que des travailleurs se retrouvent avec des compétences qui soient obsolètes, me semble important. Je pense que c'est un défi auquel, pour le monde de demain, on ne peut pas échapper. Alors, là, pour revenir maintenant à la question des contenus d'apprentissage. Alors, c'est revenir exactement à ce que vous a dit Andreas Schlesser, qui en fait, pour vous montrer sur cette page, c'est en fait, tout le monde a la même réflexion pour l'instant. Ce que vous a montré Andreas Schlesser, et ils sont vraiment à la pointe, pour l'instant, ils sont vraiment le plus loin dans le domaine au niveau de ces questions-là, c'est des discussions que beaucoup d'autres gens ont de quelles sont les compétences nécessaires pour le monde de demain. Et donc, on a regardé un peu toutes ces réflexions qui ont lieu, et la principale conclusion, c'est que ce que vous avez entendu d'Andreas Schlesser, ce n'est pas les pensées uniques d'une organisation. En fait, ils disent plus ou moins tous les mêmes messages. Tous ceux qui regardent à ça aboutissent plus ou moins aux mêmes conclusions. Ce que vous voyez ici, c'est avec d'autres mots, plus ou moins les mêmes choses que vous a dit Andreas Schlesser en termes de compétences. La question de la collaboration, la question de la communication. Alors, on va y revenir plus dans un instant, de manière plus pragmatique, la question de la littératie digitale, la question des compétences sociales, culturelles, la question de la citoyenneté, la question de la créativité, de la pensée critique, de la capacité à résoudre des problèmes complexes. Alors, également intéressant, qui revient de plus en plus souvent, la capacité non seulement à faire du travail académique, mais également à développer et créer des produits ou des services de qualité, avec l'ensemble de la pensée du design thinking. J'y reviens, la capacité d'apprendre à apprendre, la capacité à se gérer et à se gérer soi-même, à se donner une direction dans la vie et à analyser qui on est et où on va. Ça, c'est quelque chose que personnellement, je n'ai pas du tout appris, ni à l'école secondaire, ni à l'université. La capacité à planifier, à organiser des projets, à les gérer. Tout ça sont des compétences sur lesquelles, plus ou moins, tout le monde est d'accord qu'elles sont importantes. Et les discussions que nous avons pour l'instant, mais c'est que tout le monde est d'accord qu'il faut le faire. Andreas Schlesser, avec PISA, est 10 km avant tout le monde sur le mesurement pour l'évaluation. De très loin, il n'y a quasiment personne qui est aussi proche au niveau de la compétence. Mais en fait, on est quasiment nulle part à l'heure actuelle dans la capacité vraiment concrète, à l'échelle, à l'intégrer dans nos systèmes éducatifs. C'est des compétences qui sont pour la plupart du temps apprises comme un by-product, comme on fait les choses et on l'apprend, on espère qu'en les faisant à l'université, pour certaines d'entre elles, on acquérera ces compétences. Si je prends un exemple, la question de la collaboration, quelque chose que moi j'ai fait des projets à l'université, j'avais des travails de groupe, mais personne ne m'a appris à l'université ou ne m'a accompagné sur comment collaborer avec mes collègues. Et pour être honnête, j'étais très mauvais, j'étais extrêmement mauvais. J'ai appris à collaborer, j'ai appris à être un gestionnaire de groupe, mais à être aussi un bon membre d'un groupe de travail, principalement dans mon expérience professionnelle actuelle, parce que j'ai une organisation qui fait fort attention à ça, où j'ai en permanence du coaching sur le sujet. Mais les systèmes éducatifs aujourd'hui n'ont pas encore, je trouve en tout cas, bien compris comment développer ces choses de manière explicite. Alors on a fait, nous, une enquête pour se dire, mais tiens, si on regarde toutes ces compétences qui sont là, quel est leur niveau de maîtrise à l'heure actuelle dans la société et dans quelle mesure le système éducatif contribue à les développer? C'est imparfait, car c'est une enquête où on demande aux gens leur perception de leur niveau de maîtrise. Mais au moins, on a une première vision de ce qu'ils pensent par rapport à l'ensemble de ces compétences. Alors pour ça, on a détaillé toutes ces compétences qu'on vous a montrées à un ensemble plus concret de 57 éléments beaucoup plus détaillés. Je ne rentre pas dans le détail, mais globalement, il faut être beaucoup plus précis pour arriver à définir c'est quoi être un bon collaborateur. C'est quoi être quelqu'un qui peut collaborer bien travailler en équipe. Concrètement, ça veut dire quoi pour le mesurer? Parce que si vous demandez à quelqu'un, est-ce que c'est travailler bien en équipe, il va vous dire oui, très bien, ou pas du tout, mais ça ne voudra pas dire grand-chose. Il faut être capable d'aller derrière tout ça à un niveau plus granulaire. Et la première chose qu'on constate, c'est que ce n'est pas que ces compétences qui ont été mentionnées n'ont pas de lien avec
avec les résultats dans la vie, effectivement, on se rend compte que ces compétences sont corrélées avec le niveau de revenu, avec le niveau de satisfaction, dans une un peu moindre mesure, mais quand même, avec le niveau d'emploi. Et donc, effectivement, ce n'est qu'une corrélation. Corrélation n'est pas causalité, mais en tout cas, effectivement, ces compétences, au niveau pur de la corrélation, ça semble faire sens qu'elles sont importantes pour arriver à avoir une vie, une carrière satisfaisante et épanouissante. Alors, quand on regarde sur le niveau de mesure, alors c'est des pages un peu complexes, mais globalement, vous avez une échelle qui va de 0 à 100 et qui vous dit dans quelle mesure, en moyenne, les gens maîtrisent ces compétences, en tout cas dans leur niveau déclaratif. La conclusion, c'est qu'on n'est quand même pas à des scores qui sont non plus formidables par rapport à ce qu'on pourrait attendre, le maximum étant 100. On est sur une performance relativement moyenne, ce qui, somme toute, n'est pas étonnant dans la mesure où on n'a pas d'attention particulière au développement de ces compétences. Si vous regardez celles sur lesquelles c'est le plus bas, mais je trouve que globalement les différences sont là, mais elles ne sont pas non plus gigantesques, c'est sur la planification, la communication, le développement, les questions digitales, hein, plutôt ce qui est software, et la planification, j'ai déjà dit. Ça, c'est le premier élément. Si vous regardez, alors après c'est le deuxième message, c'est dans quelle mesure est-ce que le système éducatif contribue à développer ces compétences. Alors là, vous avez de gauche à droite pour chacune des compétences, comment le score varie avec le niveau d'éducation. Alors, sur cette page, beaucoup de ces compétences, hein, vous avez que ça augmente un petit peu avec le niveau d'éducation. Moi, ce qui me frappe avant tout, c'est le un petit peu. C'est-à-dire que quand vous regardez, la différence n'est pas gigantesque. C'est-à-dire que les gens plus éduqués ne semblent pas forcément avoir, dans le cadre de leur éducation, acquis une confiance dans leurs propres compétences par rapport à ces différentes compétences du XXIe siècle. Et donc, le système éducatif, c'est un peu le message que je disais avant, il n'y a pas de développement systématique, et ça semble effectivement correspondre au fait que l'effet de l'éducation ne semble pas être gigantesque sur une partie de ses compétences. Et puis le deuxième élément, pour certaines mêmes compétences, la corrélation est zéro. Alors ici, vous avez parfois, c'est même plus élevé pour les personnes qui ont une éducation moins élevée. Si vous faites la corrélation, souvent elle n'est pas significative. Mais donc il y a même des compétences sur lesquelles il n'y a pas de lien. Et donc tout ça nous amène à la discussion de que peut-on faire. Alors, je vais revenir dans un instant sur concrètement comment est-ce qu'on peut apprendre ces compétences. Je vais vous dire le travail qu'on fait pour l'instant avec au moins 2 systèmes éducatifs de par le monde, un d'enseignement supérieur, un d'enseignement secondaire. Et pour être très clair, ce sont des systèmes, je vais y revenir après, qui ont des moyens financiers qui sont sans comparaison avec les moyens universitaires en Belgique, je vais y revenir. Mais donc on réfléchit à systématiquement prendre l'ensemble des compétences que vous avez là. Et leur principal défaut, et ça s'applique à tous les frameworks que vous avez vus auparavant, c'est qu'elles restent toutes très génériques. On a fait l'exercice de les rendre plus spécifiques pour l'enquête, mais on est encore loin d'être suffisamment spécifique pour dire, mais tiens, en tant qu'enseignant, concrètement, enseigner cette compétence, cela veut dire quoi? Quand vous regardez un référentiel de compétences pour un élève sur une matière disciplinaire, ou un élève sur une matière disciplinaire, c'est assez précis. On sait ce qu'on veut apprendre, parce que c'est bien défini. Il y a des disciplines académiques développées depuis des dizaines d'années ou des centaines d'années qui ont créé un corpus de knowledge très précis. Sur ces compétences, ça reste fluffy. En fait, le niveau de description reste très peu précis. Et donc, effectivement, on est en train de travail d'essayer de les rendre de manière beaucoup plus concrète, opérationnelle. Et puis, le deuxième gros travail qu'on est en train d'essayer de définir, mais là, c'est vraiment la recherche et du développement, c'est de se dire concrètement, si maintenant on prend le cursus universitaire ou le cursus secondaire, alors on travaille sur cette question avec un liberal arts college, donc c'est des gens qui n'ont pas une éducation qui est fortement disciplinaire comme chez nous, donc c'est plus facile à faire chez eux. Comment est-ce qu'on peut systématiquement cascader ces compétences dans le cursus en disant clairement, on va être très précis sur où ces compétences vont être apprises. Parce que le gros problème, c'est que tout le monde dit oui, il faut les apprendre. En fait, si vous regardez tous les systèmes éducatifs de par le monde, ces compétences, elles sont dans quasiment tous les systèmes éducatifs de par le monde les plus avancés. Tous ces systèmes ont une déclaration de principe générale où vous retrouverez grosso modo ces compétences. Plus ou moins tous. Par contre, plus ou moins tous n'ont rien derrière. En termes de concrètement, comment est-ce qu'on se cascade. Et grosso modo, ce qu'ils vous disent tous, c'est, parfois de manière explicite, c'est un enseignant à qui il revient de prendre ses compétences, de les intégrer à son enseignement. Ce qui est vrai, mais c'est des enseignants qui n'ont pas été pour la plupart formés à cela. La définition n'est pas claire, et si on n'est pas clair où on le mettra, où on l'enseignera, ça n'est jamais enseigné pour une partie d'entre elles. Et donc on est en train de faire ce travail avec certains, de voir est-ce qu'on peut être très précis sur comment on encode de manière très précise dans le système éducatif. On dit, la collaboration, elle sera faite à cet endroit-là, dans le programme éducatif, et on s'engage qu'elle sera faite. Ou alors, vous restez flexible, vous le mettez où vous voulez, mais en tant qu'organisation, en tant qu'université, en tant qu'école, vous devez nous montrer où vous l'avez mis de manière systématique pour qu'on soit certain que ça a été couvert.
Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de faire au niveau du cursus, du curriculum. Ça, c'est le numéro 1. Alors, je vais y revenir dans un instant sur comment on va pouvoir intégrer ces compétences après en termes d'expérience d'apprentissage. Je reviens plus rapidement sur un point qui, je crois, est évident pour tout le monde. Il y a un défi sur la question des formations STEM, qui est important, qui doivent être développées. Je pense que là-dessus, quand vous regardez, ce qui est intéressant de voir, c'est quand vous essayez complètement de regarder à ces occupations. Par exemple, sur l'Allemagne, on a essayé de regarder sur certaines d'entre elles, occupations clés. Quand on regardait les programmes qui étaient offerts, on était encore loin d'être sur la droite de la page, là où on devrait être en termes d'avoir suffisamment de programmes pour former le besoin estimé. Et donc, il y a des programmes qui sont créés, mais la conclusion qui était faite là, c'était qu'il faut absolument accélérer le développement de ces programmes parce qu'on est loin de pouvoir former assez que pour rencontrer la demande. Et donc, vous avez par contre, effectivement, ça j'imagine que vous le voyez déjà très largement en Belgique, le développement de programmes en conséquence en lien avec ces nouvelles demandes en termes de STEM. Je crois que là-dessus, c'est quelque chose qui est largement partagé, largement connu. Une discussion qu'on a avec pas mal de systèmes éducatifs, qu'on voit dans pas mal de systèmes éducatifs, c'est l'idée de dire est-ce qu'on ne doit pas former tous les élèves, tous les étudiants, quels qu'ils soient, quelle que soit leur formation, à des compétences de base en manière digitale ou en matière de data. Donc là, vous avez un exemple, qui est l'exemple finlandais, si je ne me trompe, qui a intégré un système, un requirement pour tout le monde, de au moins passer par un cours sur les matières digitales. Moi, c'est un exemple que je trouve intéressant, que je trouve qui reste assez pragmatico-pratique par rapport à ce qu'on essaie de discuter par ailleurs. On voit des discussions plus profondes, d'apprendre des compétences plus globales et plus qui peuvent durer dans la vie de c'est quoi concrètement penser analyse de données, c'est quoi concrètement penser de manière algorithmique, c'est quoi concrètement de long terme l'impact du digital sur nos sociétés et comment travailler avec le digital, mais de manière indépendamment de savoir utiliser un ordinateur. Et donc ça, c'est des choses pour lesquelles on discute avec pas mal d'organisations, de généraliser ça pour l'ensemble des élèves. Et alors je reviens sur le sujet que j'avais juste auparavant, et je fais un petit check sur le temps avec vous, ça va, je suis toujours bon, qui est la question de, concrètement, une fois qu'on aura défini ces compétences du XXIe siècle de manière précise, comment les enseigner ? Alors il y a une partie qui peut être faite en l'intégrant dans les cours traditionnels. Il y a en fait beaucoup de choses qui peuvent être faites dans les cours traditionnels qu'on peut faire par un cours sur une matière disciplinaire. Il ne faut pas forcément tout changer. Néanmoins, la discussion qu'on a pour l'instant avec certaines organisations, c'est que ça ne suffira pas. Et donc on discute de 4 types potentiels d'enrichissement aux activités d'apprentissage. La première, c'est, on se dit, est-ce qu'il ne faut pas rajouter des cours non disciplinaires transversaux sur certaines de ces compétences? Ce seraient des cours assez classiques, j'ai envie de dire, de type format des cours qu'on peut traditionnellement avoir, mais apprendre de manière assez spécifique les questions des compétences interdisciplinaires, la métacognition, la question de l'information literacy. Donc ça, on est en train de faire certains pilotes sur ces questions-là, et donc on réfléchit. On est vraiment au début de la réflexion, et donc, mais il y a pas mal d'idées qui surgissent. Alors le deuxième élément, voyant en haut à droite de la page, sur lequel en fait il y a déjà beaucoup plus d'exemples, je vais y revenir, et sur lequel j'étais au début un sceptique, mais pour l'avoir vu fonctionner, je suis devenu quelqu'un de très convaincu, c'est la question de l'apprentissage expérientiel, et de ce qui peut être réalisé à travers ça quand c'est bien fait, que ce soit le problem-based ou le project-based learning activities, qui véritablement, pour les compétences qu'on a discutées avant, c'est vraiment l'occasion de développer l'ensemble de ces compétences. La collaboration, la question, beaucoup de gens ont parlé de la capacité à mobiliser ensemble l'ensemble des disciplines. Il y a vraiment matière à mobiliser, à faire des très très beaux projets multidisciplinaires. Si c'est bien structuré et que c'est bien fait, ça donne des résultats formidables. Alors les compétences socio-émotionnelles, évidemment, les compétences de planification. Un troisième élément sur lequel on réfléchit pour l'instant pas mal, je crois que les Français viennent de l'intégrer dans la fin du bac, qui est la question des activités d'autoréflexion et ou de coaching. Et donc on parlait par exemple de la question des valeurs, de la question de l'orientation ou de se doter soi-même d'une direction dans la vie. Là-dessus, on est en train de travailler sur des pilotes avec certaines organisations sur ces questions-là, de comment on peut organiser des activités d'introspection qui permettent d'avancer sur ces compétences, les soft skills. Et puis, alors, dernier élément, très concret, on a des compétences organisationnelles, de communication. Dans l'offre traditionnelle disciplinaire, ce n'est pas dedans.
Et ça ne nécessite pas forcément d'avoir 6 mois ou 1 an de formation. Et donc, on a pas mal de réflexions sur est-ce qu'on pourrait développer des modules spécifiques sur ces compétences concrètes, qui doivent être très bien faits, parce que si c'est mal fait, ça donne très rapidement des mauvais résultats et les gens trouvent ça totalement inutile. Et donc, pour être très concret, moi j'ai de nouveau appris à organiser un projet et à planifier un projet sur le tas. Je l'ai appris en le faisant. Pourtant, c'est des compétences, quand on vous les apprend, c'est des choses qui peuvent s'apprendre. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un ensemble de 10, 15 ou 20 modules sur ces compétences-là qui peuvent être pris soit de manière optionnelle, soit on dit il y en a un minimum, vous devez au moins en prendre 5. Ça, c'est une discussion qu'on a sur un programme éducatif à l'heure actuelle. Et peut-être, Stanislas, tu me dis quand je dois arrêter. Et alors là, pour revenir sur la question de l'expérientiel, en fait, je vais vous donner, c'est marrant, il y a quelques années, c'est un article magnifique. Il y a quelques années, il y a une enquête qui a été faite par le MIT Media Lab et ils ont demandé à des anciens étudiants, ça a été quoi votre meilleure expérience d'apprentissage au MIT? Et il n'y en a aucun d'entre eux qui a cité les cours. Il n'y en a aucun d'entre eux qui a cité les cours. Ils ont cité l'exemple d'un prank, comme on appelle ça aux USA, c'est-à-dire, comme on a pour appeler ça en français, une blague, qui est une tradition des blagues, mais des blagues à grande échelle au MIT, que les étudiants font. Et une année, 40 étudiants de toutes les disciplines se sont dit, on va placer en haut du dôme du MIT un fire truck, un camion de pompiers. Et on va le faire sans que personne ne soit au courant, évidemment, avec toutes les caméras, les gardes autour, et de manière totalement sécure. Et ils ont réussi à le faire, et ils décrivent ça comme la plus belle expérience de leur vie, parce qu'ils ont appris à planifier un projet, à travailler entre disciplines, à comprendre à comment travailler avec d'autres disciplines. Donc ils l'ont fait de manière très prudente, donc ils ont regardé les règles de sécurité, ils ont regardé, évidemment, il fallait toutes les règles physiques pour voir est-ce que oui ou non le dôme allait résister, il fallait voir comment de manière très concrète arriver à monter les différents éléments en haut, il fallait designer le fire truck pour qu'il soit démontable et remontable en haut, et donc des gens de toutes les disciplines se sont mobilisés ensemble, et donc quand je parle d'expériences de projets extrêmement inspirantes, moi je trouve ça assez inspirant, et en fait vous avez des écoles qui l'ont déjà institutionnalisé, vous avez certaines universités qui le font également, et je pense que c'est quelque chose qu'en tout cas personnellement, dans mon cursus, j'aurais aimé avoir, et je pense que j'aurais été fortement enrichi là-dessus. Alors un autre exemple qui revient fort sur ce qu'on a discuté, que plusieurs d'entre vous ont discuté auparavant, intervenants, qui était la question de l'interdisciplinarité, qui est aussi vraiment un des gros sujets sur lesquels on parle beaucoup depuis 20 ans, mais qu'on a tous du mal à faire. En termes, c'est très dur de bien le faire en fait. Et donc moi je trouve que l'EPI Capstone, qui est un programme, vous connaissez peut-être, c'est les 2 dernières années du secondaire aux USA, c'est des programmes d'advanced placement, donc c'est pour les élèves qui se dirigent pour les études dans les universités les plus prestigieuses américaines, ont créé un capstone interdisciplinaire. Je vous laisse lire, mais qui comprend de l'aspect interdisciplinaire par des projets, de l'aspect interdisciplinaire par de la recherche, du travail collaboratif en commun où on requiert des collaborations entre les élèves et où on les aide à le faire. De nouveau, c'est quelque chose qui, quand c'est bien fait et bien designé, ils font très attention à réfléchir aux sujets interdisciplinaires pour bien les faire, ça aboutit à vraiment des choses très riches. Et alors, celui-là, je vais vous faire très rapidement. Potentiellement, on discute également avec des universités sur comment ça doit faire évoluer l'organisation du campus. Alors, vu les budgets des universités en Belgique en termes de capacité à reconstruire et à rebâtir, je sais bien que c'est forcément la capacité du moment en FWB, mais tout comme les organisations aujourd'hui qui veulent travailler de manière agile retravaillent leur espace de travail pour casser les anciens silos entre le département finance, le département RH, le département développement produit, des discussions, est-ce que oui ou non on ne doit pas recréer des espaces pour que ces apprentissages expérientiels, ces discussions interdisciplinaires aient lieu. Je sais par exemple qu'il y a une expérience comme ça, je pense avec l'ULB à Bruxelles, où ils ont créé une sorte d'organisation où différentes personnes se rassemblent, mais donc c'est ce genre de discussions qui ont lieu en lien avec cette évolution sur les savoirs de demain. Et puis, je vais terminer sur 2 exemples concrets, et après je crois que je serai hors du temps, sauf si Stanislas, tu me dis que je peux encore dépasser 5 minutes. Tout ça nous amène à la question de l'évaluation, parce que ce qui n'est pas évalué, au final, n'est pas appris. Alors, c'est un peu triste de le dire, mais voilà, c'est un peu triste de le dire, mais bien souvent, si on n'évalue pas, ce sont des choses qui passent un peu au second plan. Il y a des exemples de programmes éducatifs de par le monde qui implémentent des expériences, des choses
au niveau de l'engagement citoyen, des choses au niveau expérientiel, mais qui ne sont pas évaluées. Et ce que vous voyez souvent, c'est que les institutions implémentent ça de manière beaucoup moins précise et beaucoup moins rigoureuse que ce qu'elles ne feraient s'il y avait des évaluations qui étaient liées. Donc 2 points par rapport à l'évaluation. Premièrement, si on se dit qu'on va apprendre toute la vie et que ce n'est plus des apprentissages en un bloc, une première question, c'est potentiellement de séparer les apprentissages en un ensemble plus petit de modules qu'on peut évaluer au fur et à mesure et de manière plus précise et qu'on peut combiner de différentes manières. Ça a aussi des avantages en termes pédagogiques par ailleurs, hein, puisque quand vous faites des évolutions comme ça permet à l'élève de se situer, aux enseignants de savoir où il est. Et donc une évolution vers le Mastery-Based Evaluation, le meilleur exemple c'est pour le secondaire, c'est la Khan Academy. Ça c'est un domaine dans lequel le secondaire est un petit peu en avance. Et puis deuxièmement, sur la question de qu'est-ce qu'on a comme diplôme à la fin. Pas mal de discussions sur est-ce qu'on ne peut pas... On parle de ces compétences du XXIe siècle. Ah, c'est très bien, vous avez suivi un cours, j'étais juriste, hein, vous avez suivi un cours de droit réel, vous avez suivi un droit commercial. Mais qu'en est-il de vos capacités à collaborer? Qu'en est-il de vos capacités à résoudre des problèmes complexes? Alors là, c'est vraiment un domaine très précoce, mais il y a des organisations, il y en a une ici par exemple, qui essayent de commencer à créer des situations où on peut évaluer l'étudiant et lui donner à la fin une image de lui-même qui est plus riche que simplement sa capacité à acquérir le savoir disciplinaire, qui recouvre l'ensemble de ses compétences. Alors, les organisations avec lesquelles on discute ça pour l'instant, ce n'est pas d'évaluation sommative, donc ce n'est pas des résultats à la fin qui sont inclus ou pris en compte pour obtenir le diplôme. À l'heure actuelle, c'est avant tout réflectif pour l'élève et formatif pour également les enseignants. Donc ça, c'est vraiment un domaine de recherche qui est vraiment très précoce. Je ne connais pas encore d'exemple d'échelle de déploiement à l'échelle au niveau universitaire. Et puis, juste pour terminer, alors, sur un élément qui ressort un peu du sujet du jour, qui est la question, mais qui pour moi est aussi important, c'est peut-être pour le rappeler, mais je l'ai déjà dit, ça c'est l'évolution du financement public pour nos institutions universitaires et pour les autres niveaux d'enseignement depuis 20 ans, mais si je le faisais depuis plus 40 ans, ce serait encore pire. Je crois que la plupart d'entre vous le sachent, mais je pense qu'il faut quand même le rappeler. Quand on voit une diminution pareille du financement universitaire en FOEB, on ne fera rien de tout ce qui est avant, on n'en fera pas grand-chose. Et on a tous être responsables, je pense que vous le répétez, les universitaires qui sont ici souvent dans la presse, mais voilà, je le répète parce que je pense qu'il faut le répéter, d'autant plus qu'on s'apprête peut-être à aggraver la situation, puisque comme certains d'entre vous le savent, comme je crois certains doyens d'ailleurs ont publié récemment, on s'apprête potentiellement à refinancer de manière massive une partie de l'enseignement obligatoire par une revalorisation du personnel enseignant, ce qui est une très bonne chose, mais qui potentiellement pour le budget des universités va réduire les marges. Et puis, dernier élément en lien avec ça, c'est pas surprenant qu'en conséquence, et je ne suis pas un fan des classifications et des rankings, mais c'est malheureusement la seule mesure qu'on a qui nous permette de comparer, on n'évolue pas de manière positive dans les rankings au niveau global. En tout cas, les derniers chiffres que j'ai vus, c'est pas qu'on évolue de manière positive. Message pas facile à entendre, mais une université durable pour notre région, c'est aussi des universités qui sont dotées et financées pour durablement éduquer les citoyens de demain. Et pour l'instant, je pense qu'on ne le fait pas.